Mesdames, Messieurs, bonsoir. Le 20h, voici les titres. Réalisation de la première phase du port de Ndayane, DP World et l'État du Sénégal signent des accords de plus de 840 millions de dollars. Ce port sera le plus grand d'Afrique de l'Ouest, jumelé à une zone économique spéciale. Nous parlerons de ce grand projet avec le ministre des Pêches et de l'économie maritime, Aliou Ndoye, est notre invité ce soir. Accès des Sénégalais de la diaspora au financement, l'ADPME et le FONGIP mettent en place un fonds de 450 millions de francs CFA. Les entrepreneurs sénégalais résidant en France, en Belgique, en Espagne et en Italie peuvent en bénéficier. La pâtisserie à savourer à Noël est bien la bûche, pâtissière ou glacée, elle reste un délice. Les pâtissiers proposent plusieurs variétés. Leurs carnets de commandes sont pleins à quelques jours de la fête de Noël. À suivre dans ce journal le reportage de Anaïs Nyanyamane. Bienvenue à tous. Notre pays accueille deux nouveaux ambassadeurs. Ils viennent du Rwanda et de la Fédération de Russie. Ces deux ambassadeurs qui entament leur mission diplomatique à Dakar ont présenté au président de la République Macky Sall leur lettre de créance. Pape Birambi Gagnay. L'officialisation d'une prise de fonction, les débuts d'une mission diplomatique pour le nouvel ambassadeur de la Fédération de Russie à Dakar. Son nom, Dimitri Viktorovitch Kourakov. Il est diplômé de l'Institut d'État des Relations internationales de Moscou en 1984. En arrivant au palais présidentiel, les honneurs de la garde rouge indiquent la solennité de l'événement. De la garde présidentielle, commandée par le capitaine Kalaoutin, à vos ordres, Excellences. Diplomate de carrière, il a passé 30 ans en Afrique avec une fine connaissance des questions africaines. Il présente ici ses lettres de créance au président de la République Macky Sall. Dimitri Viktorovitch Kourakov a même été en poste au Sénégal en qualité de conseiller diplomatique au début des années 2000. C'est donc un retour dans un pays qu'il connaît bien après avoir séjourné en Guinée, au Zimbabwe, en Centrafrique et en Tunisie. En 2005-2010, il a servi en tant que consul général de la Russie à Alexandrie, en Égypte. Il a un rang de ministre extraordinaire et plénipotentiaire de première classe. L'autre ambassadeur qui prend fonction ce jour est celui du Rwanda. Jean-Pierre Karabaranga était en poste aux Pays-Bas avant d'être accrédité à Dakar. Cumulativement avec ses fonctions à La Haye, il représentait son pays en Bulgarie, en Estonie, Lettonie, Lituanie et en Slovénie. Son Excellence, Monsieur l'ambassadeur de la République du Rwanda. Il présente ici ses lettres de créance au président de la République Macky Sall. Titulaire d'une maîtrise en gestion du sport obtenue à Paris en 2003, le nouvel ambassadeur du Rwanda à Dakar a notamment occupé le poste de représentant du groupe Afrique de l'Organisation pour l'interdiction des produits chimiques basée à La Haye, aux Pays-Bas. Ainsi prend donc fin ce balai diplomatique qui annonce le début des missions pour ces nouveaux ambassadeurs accrédités à Dakar. Le Sénégal accueille donc deux nouveaux ambassadeurs. Ils viennent du Rwanda et de la Fédération de Russie. Plus de 840 millions de dollars pour la réalisation de la première phase du port de Ndayane. L'accord a été signé aujourd'hui entre DP World et l'État du Sénégal en présence du président de la République du Sénégal, Macky Sall. Ce port sera le plus grand d'Afrique de l'Ouest et pourra accueillir les plus grands navires. Il sera également jumelé à une zone économique spéciale pour en faire un pôle qui va attirer un grand nombre d'investisseurs et contribuer ainsi à la création de milliers d'emplois pour la jeunesse du pays. Pape Birambi Gagnay. C'est la concrétisation d'une vision futuriste portée par le président de la République Macky Sall. Une véritable révolution économique qui prend sa source dans les eaux territoriales. Le port d'Ndayane, bientôt une réalité sénégalaise, puis adossé à des zones économiques spéciales. Une série d'accords est signée entre DP World et l'État du Sénégal. Ce jour est un jour historique pour DP World et pour le Sénégal. Il s'agit d'un jour nouveau dans lequel nous allons développer des projets qui vont changer complètement le Sénégal en coordination avec le plan Sénégal émergent.
Le port que nous allons construire va être jumelé avec une zone logistique et ce port va être l'un des ports les plus importants, les plus grands et les plus importants sur toute la côte Afrique de l'Ouest. Ce jour nous permet de redonner, le Sénégal va à partir d'aujourd'hui reprendre son rôle de leader dans le secteur maritime sur l'Afrique de l'Ouest. Le projet que nous allons faire va permettre d'accueillir au Sénégal les navires les plus gros qui existent aujourd'hui dans le monde. Ça va nous permettre aussi de développer de nouvelles technologies qui vont dans le sens de l'innovation, tel que Monsieur le Président de la République le veut pour ce pays. Il s'agit de développer le Sénégal, il s'agit de développer le secteur dans lequel nous nous trouvons, dans le secteur dans lequel nous opérons, pour que réellement il y ait une transformation stratégique dans le secteur portuaire. Ce sera la nouvelle attraction du pays avec l'arrivée en masse d'investisseurs privés. Le port d'Undayan va favoriser l'exportation à travers notamment un point de départ et de débarquement apte à recevoir de gros navires et des cargos. La vision du président de la République a été beaucoup plus large. Il a voulu qu'on quitte le port actuel pour aller dans un site qui est beaucoup plus approprié pour toutes les transformations qui vont avoir lieu et pour tous les développements qui vont désormais se passer dans ce pays. Beaucoup de pays auraient rêvé d'avoir la situation que le Sénégal a aujourd'hui, d'avoir une position qui lui permette, qui donne assez de surface pour faire un grand port, une zone économique jumelée avec un aéroport. Dans le cadre des opérations logistiques, on ne peut rêver mieux. Et le Sénégal a. Ça signifie que de grands développements vont devoir se passer très rapidement dans cette zone. C'est un gros volume d'investissement qui est dégagé pour la réalisation de ce projet titanesque. Un port de classe internationale pour contribuer à bâtir une économie robuste. Il s'agit aussi d'un des plus gros investissements directs étrangers qui va se passer au Sénégal. Il s'agit d'un projet où on va investir dans une première phase plus de 840 millions de dollars pour la première phase et une phase additionnelle qui va se passer très rapidement. Ce projet va être jumelé avec un développement d'une zone économique spéciale qui va pouvoir générer des emplois. On veut aller vite parce que nous devons aller vite dans ce projet parce qu'il est important pour le développement économique du Sénégal. DP World est engagé à faire ce projet le plus rapidement possible et à respecter aussi tous les engagements qui s'y trouvent pour qu'on aille très vite dans la réalisation de ce projet si important. Les travaux du port d'Undayan seront très bientôt lancés et DP World s'engage à réaliser le projet en mode fast-track. Aller vite, dont la réalisation de ce grand chantier pourrait être en phase avec la vision du président de la République Macky Sall, qui met ainsi le cap vers l'émergence avec ses grands projets pour la transformation économique et sociale du Sénégal. Et pour parler de cette convention de financement DP World État du Sénégal, nous avons en plateau le ministre des Pêches et de l'économie maritime, M. Alioune Ndoye. Bonsoir. Bonsoir, madame. Alors, quelles sont les grandes lignes de cette convention? C'est une sorte de révolution que va permettre ce projet initié et lancé et autorisé et aujourd'hui finalisé par le président de la République avec le groupe DP World. Il s'agit de la signature de l'avenant de la concession existante qui était conditionnée en termes d'objectifs à atteindre. Une fois que les 412 000 EVP étaient atteints, il y avait donc le lancement du port du futur. Mais le président de la République avait estimé que, compte tenu des réalités aujourd'hui du port et des ambitions qu'il a pour faire de Dakar un hub portuaire, il était plus avisé d'essayer de mettre ce projet dans une autre zone et la zone de Ndayen a été choisie comme étant une des plus appropriées. Aujourd'hui, on va avoir là-bas un des ports qui ne souffrira pas de concurrence dans cette zone. Nous allons y mettre en termes d'investissement beaucoup plus que nos pays concurrents de la sous-région ont eu à mettre dans leur port. Et ceci nous permettra d'avoir un port avec des tirants d'air de moins de 18 mètres, donc permettant d'accueillir les plus gros aujourd'hui bateaux du monde et donc tout de suite de jouer sur les chaînes de valeur et puis la chaîne logistique. Un investissement aussi massif dans cette zone, vous imaginez un peu toutes les retombées qu'il y a en termes d'emploi, en termes de création de richesse, mais également
la vision du chef de l'État est d'accoler à cette zone portuaire une zone tout de suite économique qui va donc permettre un développement économique. Parce qu'aujourd'hui, ce qui nous fragilise, c'est justement, je dirais, le fret retour. Et donc là, on va tout de suite organiser et rendre possible ce fret retour à partir de ces infrastructures. Donc Ndayane va être la solution pour l'État du Sénégal de développer toute cette zone. Ça a été difficile, c'est une négociation de plusieurs années qui ont abouti aujourd'hui. C'est pourquoi je considère ce jour comme étant historique, parce que ce sera l'investissement le plus important étranger que le Sénégal aura eu à faire depuis son indépendance, depuis son accession à la souveraineté. Et cela, nous le devons à la perspicacité et à l'engagement du chef de l'État. Et quel est le rôle de DP World dans ce projet? DP World aujourd'hui, et c'est ça c'est un financement étranger, aujourd'hui, DP World s'engage à assurer cet investissement important. Et les gains, en tout cas les négociations, nous permettent aujourd'hui, nous, État du Sénégal, dans une affaire aussi importante pour notre souveraineté, d'être dans une relation win-win, gagnant-gagnant, puisque nous allons monter dans ce capital de cette société à hauteur de 40%, alors qu'aujourd'hui nous sommes à 10%. Donc cela est assez important quand on voit l'évolution de cette société qui a des marges assez importantes qui montrent la viabilité. Donc l'importance de cette signature-là, de ce savoir-faire. Il y a une part réservée au Sénégal. Nous sommes à 40%. Donc l'État aujourd'hui qui est à 10% avec le port autonome de Dakar passera à 40%. Et le chef de l'État compte vraiment ouvrir la porte au privé national. Donc en donnant la possibilité au privé national d'être acteur de ce tour de table. Et c'est très important. Donc nous allons rapidement, après cette signature, acter justement cette prise de participation du Sénégal dans ce capital-là. Et une organisation sera proposée justement au privé national pour être également acteur de cet investissement qui sera le plus massif, le plus important, et qui aura des impacts aujourd'hui qu'on a du mal à apprécier parce que nous sortons d'une période où nous sommes dans une période de pandémie. Donc, quand vous analysez ces investissements, du rôle que ça pourra avoir sur notre PIB, mais je dirais c'est un des bras le plus... Je suis un peu ému de cette affaire parce que vous comprendrez que pour moi... Contribuer au développement économique au niveau local, mais aussi au niveau national, avec notamment la création d'emplois. Vous avez déjà une estimation des emplois qui pourraient être créés? Mais là, on parle de plusieurs centaines, voire des milliers d'emplois créés, directs et indirects, à ce niveau-là. Parce que comme je vous ai dit, il y a une zone économique accolée à cela, de plus de 600 hectares. Et c'est une zone aujourd'hui interconnectée, aussi bien au niveau aérien que ferroviaire, que routier. Et nous avons, je dirais, une porte. Ce sera un hub portuaire pour le Sénégal. DP World aujourd'hui est une signature au niveau mondial. Si je vous analyse un peu la situation de DP World, c'est des rentabilités d'environ 40-42%. Donc si le Sénégal est à hauteur de 40% dessus, c'est toute notre économie qui aujourd'hui, n'oubliez pas que le port, c'est 95% aujourd'hui de notre économie qui passe par le port. Mais justement, qu'est-ce qui fera le caractère spécifique du port de Ndayane comparé au port autonome de Dakar, par exemple? Le port autonome de Dakar ça a été rattrapé aujourd'hui par ses réalités géographiques, qui faisaient qu'aujourd'hui, il était difficile justement d'y mettre ses capacités d'accueil, des tirants d'air de cette profondeur-là. Sa géographie limite. Et l'autre impact économique important, c'est le désencombrement de Dakar. Cela aura un impact important quand on sait qu'aujourd'hui, nous supportons quasiment 65% du trafic malien. Donc, vous voyez que cela se justifie aujourd'hui de désengorger Dakar et de se mettre en Ndayane à proximité de l'aéroport, à proximité des autoroutes et également de la voie ferroviaire que le président, vous verrez, va en tout cas développer rapidement pour justement assurer le développement de Dakar jusqu'à Tambacounda, donc nous rapprochant de nos partenaires maliens. Et quand comptez-vous lancer les travaux? Les travaux, une fois que l'APD sera livré, dans les 6 mois maximum, l'avant-projet détaillé, les travaux seront lancés et ils nous les doivent rapidement, maximum dans les 6 mois. Donc voilà, on considère que ces travaux sont lancés parce qu'aujourd'hui, les études vont tout de suite commencer pour avoir cet avant-projet détaillé. Alors, un sujet qui a fait débat, c'est les accords de pêche entre le Sénégal et l'Union européenne. Où en est le Sénégal sur ce dossier? Un dossier simple parce que
comme nous l'avons détaillé, les accords de pêche ne posent aucune difficulté. Ils portent sur des espèces qu'aujourd'hui nous n'attaquons pas. C'est vrai que nous avons, par la politique de l'État, fait en sorte qu'il y ait des armateurs qui s'intéressent à cette question. Et progressivement, nous commençons à avoir un armement sénégalais qui s'attaque à cette ressource, mais ce n'était pas le cas. C'est une ressource qui n'appartient pas au Sénégal, elle est gérée au niveau mondial. C'est au niveau mondial qu'on attribue par pays des quotas. Et sur ce quota, quand on a un surplus, on est à même de le céder à des partenaires. Et aujourd'hui, il s'agit de l'Union européenne. Mais madame, pour revenir vraiment sur Ndayan, pour vous dire que des négociations assez difficiles, pendant 3 ans, le Sénégal aujourd'hui vient de faire, je dirais, un pas de géant parce que le président de la République offrira le port le plus important de cette partie du monde en termes de la partie ouest africaine au Sénégal avec ce type d'investissement et remercier les acteurs qui ont permis cela. Le ministre d'État, envoyé spécial du président de la République, le docteur Cheikh Kanté, qui a en tout cas permis certaines avancées à la fin, mais également le directeur général du port avec son équipe et les experts qui ont travaillé avec lui, qui pendant 3 années durant ont dû batailler pour nous amener peut-être à cette solution d'aujourd'hui. Donc, et le président de la République, le management qu'il a fait pour autoriser aujourd'hui au Sénégal d'avoir le port, la porte d'entrée portuaire, je dirais, au niveau Afrique, quand vous savez que c'est le premier point que vous touchez quand vous descendez de l'Europe et des États-Unis venant en Afrique, et c'est le dernier que vous touchez quand vous partez. Donc, nous avons déjà une position stratégique importante. Et demain, avoir un port qui accueille les plus gros navires, vous voyez déjà la position concurrentielle que ça donne au Sénégal. Merci, M. Alioune Ndoye, ministre des Pêches et de l'Économie maritime. Je rappelle que le Sénégal et DP World ont signé aujourd'hui un accord sur plus de 840 millions de dollars pour la réalisation de la première phase du futur port de Ndayan. Tout autre chose, les chefs d'état-major des armées mauritaniennes et sénégalaises renforcent la coopération entre les deux armées. Aussi ont-ils décidé de reprendre les patrouilles conjointes aux frontières communes fluvio-maritimes. C'est ce qui ressort de la visite de travail du général Biram Diop en Mauritanie. Synthèse de Moussa Mané. Entre autres sujets évoqués la situation sécuritaire dans la sous-région. Cette visite a été aussi une occasion pour revisiter les axes de coopération transfrontalière et fluvio-maritime. À ce niveau, les deux parties s'engagent à reprendre les patrouilles conjointes au niveau des frontières communes. D'autre part, le partage d'expériences et la formation des officiers, un axe sur lequel misent les deux armées. C'est aussi le lieu de vous réitérer toute la disponibilité des armées sénégalaises à accueillir des stagiaires de l'armée nationale mauritanienne au sein de nos différentes structures de formation et à mettre en œuvre pleinement toutes les dispositions des accords de coopération militaire entre nos deux armées. Les deux institutions s'engagent aussi à accentuer la lutte contre l'immigration clandestine. Elles ont décidé de renforcer le dispositif de sécurisation des installations offshore du jugement Grande Tortue Ahmeyim. Au terme de 3 jours de travaux, les deux chefs d'état-major se félicitent des résultats obtenus. Je tiens à féliciter nos officiers participants pour leur contribution active tout au long de ces 2 jours de travail. C'est là un exemple vivant de la confiance, de compréhension mutuelle et de partage de retours d'expérience entre les deux armées. Avant de prendre congé de son homologue mauritanien, Biram Diop a signé le livre d'or suivi des échanges de cadeaux. Le général de corps aérien a été aussi reçu en audience par le ministre mauritanien de la Défense. Il a visité le musée des armées mauritaniennes. Le chef d'état-major général des armées s'est aussi rendu à la représentation du Sénégal à Nouakchott. Par la signature d'une convention, l'ADPME et le FONGIP s'engagent à faciliter le financement des investissements des Sénégalais de la diaspora. La convention porte sur la mise en place d'un fonds de 450 millions de francs CFA. Les entrepreneurs sénégalais résidant en France, en Belgique, en Espagne et en Italie peuvent en bénéficier à Wanyai. Par cet acte, le partenariat entre le FONGIP et l'ADPME sera renforcé. Le financement est destiné aux porteurs de projets et aux entrepreneurs sénégalais résidant en France, en Belgique, en Espagne ou en Italie et qui veulent réaliser des projets d'investissement au Sénégal. C'est surtout un partenariat exemplaire, car comme l'en a appelé le chef de l'État, il s'agit de construire des synergies, de mutualiser nos actions, chacun dans son cœur de métier,
pour faire un effet levier plus important dans le cadre des outils que le chef de l'État a pu mettre en œuvre. Ce qui est important, c'est l'engagement d'abord de l'État et des partenaires. Autre aspect aussi qu'il faut développer est que la cible, c'est laquelle? C'est la diaspora. Aujourd'hui, on n'est pas dans tous les pays de la diaspora. Il y a juste un certain nombre de pays qui ont été ciblés. Et autre aspect aussi qui me semble être un critère, c'est le secteur d'activité prioritaire. Ça aussi, c'est important. Et je pense qu'avec les 450 millions qui auront un effet de levier d'1 milliard de crédits, je pense pour un premier temps, nous permettra d'évaluer et de voir effectivement si on devait aller à une deuxième phase. L'Union européenne et l'Agence française de développement vont accompagner les Sénégalais de la diaspora dans leur investissement grâce au programme d'appui aux initiatives de solidarité pour le développement. Je remercie la DPME et le FONGIP de nous avoir associés à cette cérémonie de signature d'une convention qui va permettre de développer le volet entrepreneurial du projet PAISD auquel l'Union européenne et l'Agence française de développement contribuent. Le FONGIP et l'ADPME sont conscients des difficultés rencontrées par la diaspora sénégalaise. L'accès au financement bancaire sera alors facilité. Les entreprises indiennes et sénégalaises dans un partenariat gagnant-gagnant. C'est tout le sens de la rencontre entre l'ambassade de l'Inde au Sénégal et le secteur privé. Une rencontre qui entre dans le cadre du concept Dialogue Tiranga. Objectif, montrer les opportunités et le savoir-faire indien. Moussa Mané. Une rencontre d'échange et de partage entre l'ambassade de l'Inde et le secteur privé sénégalais, fruit de plusieurs rencontres virtuelles. C'est aussi une occasion pour montrer les opportunités qui s'offrent aux entreprises sénégalaises. Vous pouvez avoir, par exemple, des correspondants ou bien des répondants indiens. Si on prend le secteur de la e-gouvernance, moi je vois que, par exemple, je suis intéressée par tel. J'ai participé à des webinaires. Il faut maintenant que j'aille envers mon homologue indien, si je peux dire ça, pour ainsi maintenant voir ce qui peut se faire entre entreprises sénégalaises et indiennes. Tout cela faut revenir sur la connectivité entre les entreprises indiennes et sénégalaises. Les énergies renouvelables, l'agroalimentaire, la construction, l'industrie pharmaceutique, entre autres domaines qui intéressent le secteur privé sénégalais. Il entend exploiter ses contacts pour plus de profit. Essayer de voir quel est le cadre approprié qui peut nous servir, nous, dans cet événement d'échange et de partage de savoir-faire. Comment est-ce qu'on peut intégrer ces ressources et ces connaissances ensemble pour pouvoir réellement opter vers un meilleur devenir de nos pays respectifs. Et du point de vue énergétique, parce que beaucoup d'entreprises indiennes sont capables, avec l'accompagnement, par exemple, de leur gouvernement, de donner des lignes de crédit très favorables à l'État du Sénégal, d'après ce qu'on a vu, pour faire des montages de financement en PPP très favorables. Cette rencontre entre dans le cadre du concept Dialogue Tiranga, un cadre de coopération et d'échange dans plusieurs domaines entre l'Inde et le Sénégal. L'émissaire des ICS qui déversait des produits chimiques en mer près du village de Rondjo est délocalisé. Un nouvel émissaire d'un coût de 700 millions de francs CFA est réalisé dans une autre localité. Le ministre de l'Environnement a visité l'ouvrage accompagné de pistes rurales d'un coût de 400 millions réalisé par les ICS. Le reportage de Habib Mbaye. Des brassards blancs à la place des brassards rouges de juillet 2019 pour accueillir le ministre de l'Environnement. L'émissaire de Rondjo est délocalisé à Lobor. Un ouf de soulagement chez les populations. Aujourd'hui, je pense que la population a un sentiment de satisfaction. Après 37 ans que les ICS ont commencé à déverser au niveau du village, au niveau de cet émissaire. Et aussi, c'est un sentiment de satisfaction, aussi de remerciement à l'envers du ministre de l'Environnement et du Développement durable. Donc là-bas, il faut aussi penser à la santé de la population au lieu de penser aussi au profit. Dès lors, nous, population et aussi jeunes, on s'est engagés sur ce combat. Un combat gagné certes par la population issue d'un ambitieux programme RSE que les ICS ont déroulé dans cette zone minière qui a impacté l'environnement des riverains autour de la mine. Ce travail-là, comme vous l'avez vu, est un travail complexe parce que tout le travail qu'on fait en mer est très très compliqué. Nous avons dépensé en tout cas presque 700 millions de francs CFA pour construire tout ça. Voilà. Mais même si ça devait coûter plus,
nous l'aurions fait parce que, d'abord, ça correspond à des instructions de l'État du Sénégal. Et deuxièmement, nous devons faire en sorte d'avoir les meilleures relations avec les populations environnantes. Des populations environnantes qui ont exprimé par la voix du chef de village de Lobor qui abrite le nouvel émissaire leur satisfaction à l'endroit du ministre. Tout est bien qui finit bien. Le 9 juillet 2019, nous avions effectué une visite à Khonyo pour nous rendre compte par nous-mêmes des alertes et des difficultés auxquelles les populations étaient confrontées. Aujourd'hui, cette question elle est derrière nous. Conformément aux indications qui ont été données aux ICS, que je voudrais vraiment remercier d'avoir bien compris qu'il était nécessaire de déplacer cet émissaire pour que les populations puissent vivre dans d'excellentes conditions et pour que les populations puissent continuer à vivre hors de toute pression liée à cette psychose consistant à dire que ces produits étaient toxiques et donc étaient très dangereux pour les populations. Des populations qui ont également bénéficié, avec les travaux de l'émissaire, de nouvelles pistes rurales d'une valeur de 400 millions de francs CFA pour améliorer leurs conditions de vie. Le ministre de l'économie numérique a effectué ce matin une visite de travail dans les locaux du Fonds de développement du service universel des télécommunications. Il compte faire de cette structure un moteur de promotion de l'équité territoriale. Ousmane Doye. Cette visite du ministre de l'économie numérique dans les locaux du F2 Sud fait suite à ses prises de contact entretenues avec les services relevant de sa tutelle. Le ministre de l'économie numérique s'est penché à sa venue sur les orientations du F2 Sud, un fonds stratégique pour le développement des terroirs et territoires du Sénégal, un autre niveau de compréhension à la hauteur de toute attente. Et naturellement, nous avons partagé avec eux également les orientations du chef de l'État pour un accès universel, mais aussi à des coûts abordables. Donc, vous avez suivi tout dernièrement donc, les préoccupations du président de la République en matière d'accès, mais aussi d'abordabilité des prix. Et aujourd'hui, il faut reconnaître quand même, l'F2 Sud est en train, avec les opérateurs, avec l'autorité de régulation également, de faire des efforts importants pour que l'accès soit disponible, accessible, mais également à des coûts abordables. En séance de travail, en briefing ou en débriefing, le ministre s'est aussi penché sur les dossiers de l'heure et a aussi prôné l'interconnexion générale pour mieux faire face aux défis de l'heure. La recherche aujourd'hui constitue des priorités pour le chef de l'État. Et l'F2 Sud aujourd'hui est engagé dans une dynamique d'accompagnement des universités, mais également d'accompagnement des lycées et collèges, du système éducatif d'une manière globale. Donc, et c'est l'occasion aussi pour nous donc, de rappeler que l'ambition donc, de l'autorité, du chef de l'État et du gouvernement, c'est d'assurer la connectivité de l'ensemble des lycées et collèges, mais également des universités. Pour les universités, déjà, il faut reconnaître que les 5 universités fonctionnelles du pays sont déjà connectées, accompagnées par l'F2 Sud, mais également par l'ADIE. Et je pense que c'est l'occasion également pour nous de demander à ce qu'il y ait une plus grande harmonie donc, dans les actions et les interventions des différents partenaires ou structures dépendantes du ministère pour une efficacité, une efficience également donc, dans les interventions. Cette nouvelle tendance du tout nouveau ministre de l'économie numérique à s'imprégner des réalités et des entités de son ministère inspire un point nouveau dans la jonction des initiatives dans l'univers numérique au Sénégal. Un style de taille qui pourrait faire la différence si tous les atouts d'une telle dynamique seraient suivis à la lettre et tout net sur la toile Internet. Les 60 ans de la conférence des ministres de l'Éducation ont été une occasion de poser un regard sur les orientations des systèmes éducatifs. Dans la plupart des pays africains francophones, le cursus scientifique, technique n'attire pas grand monde. Pourtant, ces filières constituent de puissants vecteurs de progrès. Développement, une dérivée de la maîtrise des sciences. C'est une chronique signée Oumar Diaw. Qu'il s'agisse de tout, les équations africaines ne sont pas à une inconnue. Le continent se caractérise par une jeunesse aux besoins immenses. Ceux qui bravent les flots le font en désespoir de cause, estimant n'avoir aucune perspective sous nos cieux. Convaincus de pouvoir s'ouvrir un paradis lointain, ils s'en vont pour un voyage parfois sans retour. Pourtant, l'avenir n'est pas ailleurs. La condition est de relever le pari de l'éducation et de la formation par une école de qualité pour tous.
Une certaine génération qui a porté ce combat inachevé sourit. L'inversion des orientations du système éducatif est une urgence. Senghor ne s'est pas occupé que de culture, c'est inexact. Il a bien ouvert Polytechnique à Thiès, l'UIT et Santé militaire à Dakar, le génie rural à Bambey, des internats pour lycéens déshérités sauvés d'un échec et divers autres instituts. À l'époque, les instituteurs sortaient très bien formés des écoles normales avant l'arrivée massive des ailes de dinde et du double flux. Aujourd'hui, plus qu'hier, les sciences et les technologies gouvernent le monde. L'aversion qu'elles peuvent susciter serait plus due à la manière de les enseigner qu'à une incapacité innée de les assimiler. Un lycée d'excellence est possible dans chaque région. Il est temps de passer à l'échelle l'échantillon diourbellois et de réveiller des génies potentiels. Cela participe aussi de l'équité des territoires et de leurs occupants face à l'éducation, béton des nations. Partons pour Rabat, deuxième étape du pèlerinage à Fès. La capitale du Maroc abrite une des zaouïas ou mausolées les plus visités, notamment par la communauté tidjane du Sénégal. Tourisme religieux ou classique, Rabat constitue une destination privilégiée et c'est une aubaine pour le Maroc qui relance le tourisme, un secteur impacté Covid. Envoyés spéciaux au Maroc, Moussaba et Youssouf Kaba. Rabat, capitale du Royaume du Maroc, une étape incontournable pour les pèlerins sénégalais dont la destination finale est Fès. Cette ville abrite le mausolée de Sidi Labi Ben Saïd, un des disciples de Cheikh Ahmed Tidiane les plus célèbres. Une zaouïa dont la visite serait recommandée par le Cheikh lui-même. Sidi Labi Ben Saïd, c'est un des disciples de Sidna Cheikh, qui n'a même pas vécu avec Sidna Cheikh parce qu'il ne fait pas partie de sa génération, mais plutôt de la troisième génération de Sidna Cheikh, mais d'une communication mystique entre Sidna Cheikh et lui. Sidna Cheikh avait prédit son arrivée. Il avait prédit son arrivée pour dire qu'il arrivera un moment où un fidèle de la tariqa va apparaître au niveau de Rabat et il avait déjà donné son nom. Ce monsieur-là serait la porte de Mazawiye et donc toute personne, tout fidèle qui devrait venir faire la ziyara au niveau de Cheikh devrait d'abord passer par Sidi Labi Ben Saïd au niveau de Rabat avant d'aller à Fès. Rabat, c'est aussi son décor splendide digne d'une ville moderne, avec ses rues, ses infrastructures, son cadre de vie tout court. La ville respire émergence et développement socio-économique. Dans ce décor se confond le mausolée du roi Mohamed V et certains de ses descendants, habilement incrustés dans l'architecture arabo-andalouse. On est devant le plus célèbre endroit, c'est le mausolée Mohamed V. Le mausolée Mohamed V était construit entre 1961 jusqu'à 1971 et c'est un endroit magnifique. L'architecture, c'est arabo-musulmane ou arabo-andalou. Il y a à peu près 400 artisans qui sont participés de la construction de cet bijou. Et à l'intérieur de ce mausolée, il y a 3 tombes. La tombe de Mohamed V qui était enterrée ici en 1961 et la tombe de Hassan II, le fils de Mohamed V, et son frère Moulay Abdallah. En direction du pèlerinage à Fès, la communauté tidjane du Sénégal et les adeptes de cette confrérie considèrent capitale l'étape de Rabat, une ville cosmopolite, vitrine de la civilisation du royaume du Maroc. Le ministre du Pétrole et des Énergies poursuit sa visite dans les structures relevant de son département. Madame Sophie Gladima s'est rendue dans les directions dont Sénélec et Cospetrogaz. Compte rendu Fatou Sakho. Pas une minute de plus, à 9h comme convenu, le ministre du Pétrole et des Énergies est accueilli au siège du comité d'orientation stratégique sur le gaz et le pétrole. L'organe de conseil rattaché à la présidence veille à la transparence dans la gestion des hydrocarbures. Monsieur le Président de la République a bien voulu associer la société civile à l'organisation du comité d'orientation stratégique et l'opposition également, l'opposition parlementaire, dans le but de rendre transparent le secteur pétrolier, que les ressources pétrolières sont pour le peuple sénégalais et qu'il est normal que toutes les parties soient représentées. La deuxième étape de cette visite est l'Agence pour l'économie et la maîtrise de l'énergie. La structure, ses réalisations et projets sont présentés au ministre à travers une brillante projection. Son action a permis à l'État d'économiser près d'1 milliard sur sa facture d'électricité cette année.
La mission principale est la promotion de l'utilisation rationnelle de l'énergie sur toutes ses formes et sur tous les secteurs d'activité. À travers quelques programmes pilotes que nous avons mis en œuvre, tels que le programme SARDEL, qui est le programme qui consiste à réduire la facture d'électricité de l'État, qui avoisine les 40 milliards. L'AME a pu, à travers ce programme et dans la phase pilote, mobiliser plus de 4,5 milliards de francs CFA. Après le boulevard de la République, cap sur l'avenue Pasteur. Le secrétariat permanent qui, entre autres, assure le suivi et évaluation des projets dans le secteur de l'énergie et le Fonds de soutien à l'énergie recevront successivement Mme Gladima et son cabinet. Si à l'AME, on parlait de gains, ici, l'un comme l'autre ont évoqué l'insuffisance de ressources pour répondre correctement à la mission. Après 1 heure d'échange, le convoi reprendra la route pour la Sénélec. C'est un personnel enthousiaste qui a accueilli sa tutelle ce mardi à la rue Vincent. Ça montre tout l'intérêt qu'elle porte pour le secteur et surtout pour Sénélec. Nous avons essayé pendant cette séance de lui montrer la situation de Sénélec, où est-ce que nous étions, ce que nous sommes en train de faire, en termes de performance aussi bien sur le plan technique, comme vous l'avez vu, nous avons essayé d'améliorer les performances. En termes de capacité de production, vous avez vu les chiffres, plus de 1500 MW de capacité installée. En termes d'indicateurs de performance, la réduction de la durée de coupure des clients. On est passé en 2018 de 17 heures à 4 heures en 2020. La fréquence des coupures, nous avons amélioré les indicateurs en termes de rendement. Au-delà de ces améliorations, la société d'électricité est à pied d'œuvre pour le projet Gas to Power du chef de l'État qui vise à rendre l'électricité accessible à tous. Réduire les coûts de production avec l'important programme Gas to Power qui devra nous permettre d'avoir des machines plus performantes, de convertir les machines existantes pour que lorsque le gaz national sera disponible, Sénélec sera prête en termes de formation du personnel et en termes de machines qui seront prêtes à utiliser le gaz. Satisfaite de sa 2e journée de visite de contact, le ministre en charge du secteur de l'énergie est revenu sur l'importance aujourd'hui d'une étroite collaboration entre différentes structures pour atteindre les objectifs. C'est en se donnant la main que nous devons pouvoir arriver à ce que son Excellence veut, c'est-à-dire le fast-track pour que ça aille vite. Maintenant, vous avez entendu tout à l'heure au niveau de l'AME qui nous disait par rapport à l'économie d'énergie, cette économie d'énergie qui devrait permettre d'aller plus vite pour l'atteinte de cet accès universel pour les populations. Ensemble avec les autres structures, l'ANER, ASER, AME, faire des programmes très intégrés pour aller vite. Parce que parfois on voit des doublons, mais tout ça on en rediscutera. On a vu également le FSE, ce fonds qui aujourd'hui doit pouvoir être alimenté. Et le SPE aussi, qui est ce comité qui essaie de regarder tous ces projets dont il a parlé, parce qu'effectivement, lorsque le gaz va arriver, il faudrait que tous les gazoducs soient prêts. Et donc, le SPE joue ce rôle d'alerte pour voir quels sont les projets qui risquent d'être en retard. Et à ce moment, on donne des indications aux directions, bien aux structures, aux agences, pour accélérer la cadence. Donc, vraiment remercier toutes les structures d'aujourd'hui. Le marathon continue ce lundi 28 avec d'autres structures. C'est le dessert star du repas de Noël. Il s'agit bien de la bûche, pâtissière ou glacée, exotique ou fine. Vous aurez l'embarras du choix chez les pâtissiers. Le carnet de commandes sont pleins et ils s'activent pour satisfaire la clientèle. Je vous invite à déguster ce reportage gourmand d'Anaïs Nyanyamane. Noël se prépare chez les pâtissiers. À quelques jours de la célébration de la Nativité du Christ, ces artisans s'activent dans la préparation des bûches de Noël, gâteaux qui s'invitent traditionnellement à la table. J'ai choisi une farine plus légère, c'est uniquement pour la génoise. Et quand on la prépare, après on la laisse refroidir un tout petit peu. Et là, on la nappe par différentes crèmes, la crème chantilly, la mousse au chocolat. Et après, il faut la laisser refroidir. Après, on la nappe et c'est après la décoration. La boulangerie du Diamboral fait les bûches traditionnelles. Pour faire une bûche, il faut la génoise et la crème au beurre. Mais la crème au beurre doit être bien faite. Après, on roule, puis on fait les poches et les décorations.
Glacée, pâtissière ou meringuée, la bûche de Noël est un biscuit roulé fourré de crème et dont le nappage évoque l'écorce d'un arbre. Elle date des années 1870. Quand la crème au beurre et la génoise est prête, pour faire une bûche, ça doit durer maximum 5 minutes à 10 minutes. Je faisais plus de 500 bûches par saison. Actuellement, je crois que, j'espère bien, je vais dépasser. Cette année, j'ai fait des bûches traditionnelles et aussi des bûches fines. Voilà, des bûches fines, différents parfums. J'ai fait des forêts noires, vanille café et des bûches exotiques. Depuis 5 ans, moi je suis là. Il y a toujours les mêmes clients sont toujours là. Ils amènent d'autres clients et chaque année le nombre gonfle. Je rends grâce à Dieu à ça. Les prix varient de 10 000 à 25 000 francs CFA. Même en cette période de pandémie, les parents n'hésitent pas à faire plaisir à leur famille. Je n'hésite pas à venir acheter ce dont j'ai besoin chez elles. 2 raisons principales. Le rapport qualité-prix. Ces prix varient entre 10 000 et 15 000. Et surtout, la qualité de son travail. C'est une bûche à 10 parts qui vaut 10 000 francs. Je trouve que ces bûches sont excellentes. Donc, et puis, je suis un client fidèle de la boulangerie. Fait à la pâtisserie ou à la maison, ces artistes font tout leur possible pour rendre plus agréables ces friandises qu'on déguste au retour de la messe de minuit. Ce reportage de Anaïs Nyanyamane Badiane, un régal pour les yeux. À la veille des fêtes de Noël et de fin d'année, il manque cet air festif à Dakar. La pandémie de Covid-19, les mesures barrières sont passées par là. Le reportage de Ndeikou Mandiaye. Les fêtes de fin d'année sont habituellement rythmées par une grande effervescence à Dakar. Mais cette année, l'engouement semble avoir nettement diminué. La raison, la pandémie de Covid-19 qui sévit encore. Pour beaucoup de Dakarois, l'humeur ne semble pas être favorable aux sorties. Juste une retrouvaille avec les frères et les sœurs. Voilà. Donc à cause du Covid, on en profite pour revoir la famille, maman, papa, voilà. Vu le contexte social et tout, donc avec le coronavirus, moi personnellement, je ne compte pas le fêter parce qu'avec les restrictions et tout, je décide de le fêter en famille, juste, pas plus. Même son de cloche pour d'autres trouvés à la place de l'indépendance. Un bon dîner à la maison peut faire l'affaire. Je compte passer la fête de fin d'année en famille. Je veux partager ces moments avec mes enfants, car je n'aime pas qu'ils sortent pour fêter ailleurs. Dans ce contexte de pandémie, mieux vaut rester chez soi. C'est plus sûr. Je compte passer les fêtes en famille. Il n'y a pas d'argent cette année, on n'y peut rien. Parce que franchement. Je reste à la maison pour les fêtes de cette année, en espérant que cette pandémie s'en aille. On va à l'église lors des fêtes tout en respectant les mesures barrières. Ensuite, on va célébrer en famille à cause du coronavirus. Cap sur Sandaga, ici règne une grande ambiance. Malgré tout, le manque d'argent évoqué ailleurs est aussi ressenti chez les vendeurs. On avait l'habitude de vendre jusqu'à 22h, mais maintenant, on ferme nos magasins à 19h à cause de la pandémie. D'habitude, nous avons 20 ou 30 clients par jour, mais ces derniers temps, nous n'en avons que 5 au maximum. Si d'autres évoquent le manque d'argent, ce n'est pas le cas chez ces dames qui sacrifient à la tradition. Je compte préparer un bon dîner et rester à la maison à cause du coronavirus. Je suis venue faire quelques achats pour les fêtes. Je vais rester à la maison avec mes enfants. La ferveur de Noël semble avoir pris un sacré coup cette année chez les Dakarois. D'après eux, le respect des mesures barrières édictées est plus important que les célébrations habituelles. Et voici les chiffres du Covid. Le point sur la situation Covid avec 66 nouvelles contaminations répertoriées, un décès enregistré, 28 cas graves recensés. Le directeur de la prévention, le docteur Eladj Mamadou Ndiaye, nous livre les chiffres du Covid.
le ministère de la Santé et de l'Action sociale a reçu les résultats des examens virologiques ci-après. Sur 953 tests réalisés, 66 sont revenus positifs, soit un taux de positivité de 6,93%. Les cas positifs sont répartis comme suit. Nous avons eu 22 cas contacts suivis par nos services. Aucun cas importé n'a été enregistré au niveau de nos différentes portes d'entrée aériennes, maritimes et terrestres. Et nous avons notifié 44 cas issus de la transmission communautaire répartis comme suit. 4 à Dara, Richard Toll et Touba, 3 à Hambourg et à Saint-Louis, 2 à Dakar Plateau, Kermassar, Ouakam et Parcelles Assainies, 1 aux Almadies, Amitié 2, Diourbel, Fatick, Gossas, Gueule Tapée, HLM, Kaolack, Mariste, Matam, Mermoz, Ngor, Nord Foire, Point E, Rufisque, Yeumbeul, Yoff et Zone B. 30 patients hospitalisés ont été contrôlés négatifs et déclarés guéris. 28 cas graves sont pris en charge dans nos services de réanimation. Un décès a été enregistré ce lundi 21 décembre 2020. L'état de santé des autres patients hospitalisés est jugé stable. À ce jour, 17 945 cas ont été déclarés positifs, dont 16 592 guéris, 372 décédés et donc 980 patients sous traitement. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale exhorte les populations au respect strict des mesures de prévention individuelle et collective. C'est le port correct de masques bien ajustés couvrant la bouche et le nez, le lavage fréquent des mains à l'eau et au savon ou l'usage de gel de qualité pour la désinfection de vos mains. Enfin, recourir précocement aux structures de soins les plus proches ou de s'adresser au personnel de santé qualifié dès qu'ils se sentiront malades. Voilà, c'était le docteur El Hadj Mamadou Ndiaye, directeur de la prévention. Sport, football, en bref, deuxième tour préliminaire de la Ligue africaine des champions. Le Teungueth Football Club a été tenu en échec cet après-midi par le Raja de Casablanca au stade de l'Adior de Thiès. Score final 0 but partout. La manche retour, c'est dans une semaine. Demain, c'est le Giraffe de Dakar qui reçoit le FC San Pedro de Côte d'Ivoire en préliminaire de la Coupe CAF. Ainsi prend fin ce journal. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur nos plateformes digitales. Je vous souhaite une excellente soirée.